Bonjour Jean-Louis Bourlange. Bonjour. Vous êtes député des Hauts-de-Seine, candidat à votre réélection. Vous avez été investi par la majorité présidentielle pour votre élection le mois prochain. Vous êtes également président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Alors hier se tenait une sorte de dîner d'adieu à Matignon, avec Jean Castex qui avait réuni tout son gouvernement, y compris les conjoints des ministres et secrétaires d'État. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir un Premier ministre dans les heures, les jours qui viennent ? Écoutez, je ne suis pas maître des horloges, comme chacun sait. C'est le président de la République. Ouais. Je pense que M. Castex a annoncé son départ très très prochainement. Je trouve effectivement que le pays serait très heureux d'apprendre le nom du ou de la future Premier ministre. Alors vous êtes candidat aux législatives. Il y a un projet qui a été annoncé par Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, qui est porté aujourd'hui par... à qui il a demandé aux candidats aux législatives de porter ce projet. Est-ce que ce n'est pas compliqué, préjudiciable de faire campagne aux législatives lorsqu'on ne sait pas quel Premier ministre, quelle équipe gouvernementale va être aux affaires dans les années qui viennent ? Vous avez raison, on va le savoir très prochainement et au moment où les Françaises et les Français seront amenés à voter, ils auront en face d'eux un Premier ministre, un gouvernement et une majorité composite, la majorité d'ensemble avec ces trois formations qui défendra cette politique. L'incertitude, elle est surtout liée à la conjoncture, c'est-à-dire que nous sortons d'un tunnel qui est le tunnel de la pandémie. Nous entrons dans un nouveau tunnel qui est le tunnel de l'Ukraine. Nous entrons dans un troisième tunnel qui est le dérèglement lié à l'Ukraine et à la pandémie et à d'autres facteurs, qui est l'incertitude de la situation économique internationale, les problèmes des taux d'intérêt, les problèmes de la Banque centrale, une inflation mondiale qui prend une allure importante. Et là, je dois dire, moi je réfléchis. En tant que candidat, je me dis, que dois-je dire aux électeurs, aux électrices des Hauts-de-Seine, que dois-je dire sur l'avenir? C'est extrêmement difficile. Avec le pouvoir d'achat, puisque vous aurez à examiner un texte sur le pouvoir d'achat dès cet été. Absolument. Et j'imagine que les administrés vous parlent de ça. On va voir, oui, les administrés nous parlent de ça, et d'une façon générale, ils expriment une assez grande inquiétude sur le développement de l'inflation. C'est quelque chose de... Mais donc nous rentrons dans une phase du cycle économique extrêmement inattendue et nous devrons faire face à une situation nouvelle avec des moyens nouveaux. De ce point de vue-là, le président a tout à fait raison de dire le quinquennat suivant ne ressemblera pas au précédent et moi-même je devrais aborder les choses avec d'autres méthodes. C'est ça notre interrogation et c'est très difficile parce que ces élections législatives, c'est pas quelque chose qui mobilise fondamentalement les Françaises et les Français. Ils se sont exprimés dans les présidentielles et donc on a du mal. En plus, avant les élections, on a deux grands week-ends, Pentecôte et l'Ascension. Les gens auront l'esprit un peu ailleurs. Donc c'est pas facile de faire en sorte que le pays prenne clairement conscience. Mais grâce à Mélenchon, il y arrive, parce que Mélenchon nous propose une voie extrêmement précise qui n'est pas la même que la nôtre. Précisément, il y a un sondage qui a beaucoup fait parler cette semaine, sorti par Opinionway, qui donnait des projections du nombre de sièges qu'obtiendrait la majorité présidentielle, entre 310 et 350, et entre 135 et 165 pour NUP, cette nouvelle famille politique. Qu'est-ce que ça peut changer dans la vie de l'Assemblée nationale, NUP, premier groupe d'opposition? Ça va changer beaucoup de choses. Il y aura sans doute un groupe substantiel à partir de la France insoumise. NUP, ça n'existera plus. C'est un conglomérat. Les socialistes ont vendu pour la campagne électorale leurs convictions contre des circonscriptions. Quand ils auront les circonscriptions, ils abandonneront le compromis. Mais il y aura effectivement un groupe très substantiel des insoumis, de députés de la France insoumise, qui sont des gens de talent et qui savent faire... Ils étaient 17 dans l'ancienne... Enfin, ils sont 17 dans l'actuelle législature, mais ils font du bruit pour beaucoup plus de 17. C'est ça. Donc on va avoir une assemblée très... C'est d'ailleurs la raison pour laquelle après avoir vraiment beaucoup hésité, et j'avais plutôt l'intention de ne pas me représenter, je me suis dit qu'il y aurait besoin quand même
d'éléments un peu vocaux. Moi, je suis un peu un élément vocal à l'Assemblée nationale, et il y aurait besoin d'éléments un peu vocaux, parce qu'on va avoir une vie parlementaire en intensité qu'on n'aura pas connue depuis 62. Alors, il y a une phrase de Marine Le Pen prononcée en début de semaine qui a beaucoup fait causer, c'est 150 députés insoumis, ça peut transformer l'Assemblée nationale en ZAD. Est-ce que ça va être vraiment la foire d'empoigne? Non, parce que écoutez, les institutions de la Ve République, c'est fort. Il y a le droit de dissolution, il y a le vote bloqué, il y a le cas échéant le 49.3, qui est il y a la maîtrise ce qu'on appelle le temps limité, etc., pour essayer de contrôler le débat. Les instruments de régulation existent et le phénomène majoritaire doit jouer. Si effectivement la majorité ne retrouvait pas la majorité, là on serait dans une période de tension. Sinon on aura simplement sur l'examen des textes budgétaires. La tradition instituée par Nicolas Sarkozy, qui a été inscrite dans le marbre, dans le règlement de l'Assemblée nationale, la commission des finances échoua à un groupe d'opposition. Si un député insoumis devenait président de la commission des finances, est-ce que ça pourrait ralentir, empêcher le travail parlementaire Vous savez, non, au moment de l'examen des textes budgétaires? Un président, surtout de commission, moi j'en suis un, je peux vous le dire, ça préside mais ça ne gouverne pas. C'est important parce que ça crée une atmosphère. Moi, à la commission des affaires étrangères, l'atmosphère est excellente. D'ailleurs, j'ai M. Mélenchon, j'ai Mme Le Pen, j'ai un tas de gens, etc. J'ai les socialistes. Enfin, j'essaie de faire vivre tout ce monde en bonne harmonie et les affaires étrangères s'y prêtent. Alors, ça serait tendu, mais je ne doute pas que le député, quelle que soit son origine, qui devient président de la commission des finances, ne sera pas habité par le sens de sa fonction, l'impartialité qui s'y attache. Un président, quand il arrive, quand il est devant son bureau, la première chose qu'il a en tête, c'est de faire marcher sa commission, de la faire avancer, de faire que les gens, quel que soit leur groupe, s'y sentent à l'aise, même si toutes les opinions doivent s'exprimer, et parfois vertement. Quel regard porte le président de la commission des affaires étrangères sur la demande d'adhésion à l'OTAN de la Finlande? Écoutez, moi j'ai pas mal suivi cette affaire. J'ai rencontré le président de la République finlandaise quand il est venu à Paris, a demandé à voir les deux présidents de commission du Sénat et de l'Assemblée nationale. Je l'ai reçu. Il n'y a que les présidents finlandais qui font ça. En France, on n'imagine pas un président qui demande un rendez-vous à un président de commission parlementaire. Je l'ai reçu pendant 1h30. On a vraiment discuté uniquement de cette question. Ensuite, je suis allé en Finlande. Je les ai bien rencontrés. Ils m'ont vraiment impressionné, les Finlandais. Parce que c'est des gens très calmes, parlent lentement, ils nous ont dit, écoutez, si on demande l'adhésion, on aura des problèmes. Les Russes ont les moyens de bloquer la circulation aérienne et navale dans le golfe de Finlande au moins, peut-être même dans la Baltique. Donc nous allons subir des conséquences. Mais nous estimons que la Russie a tellement changé, que nous sommes entrés dans une phase différente d'agressivité et que nous devons faire ce choix. Et ce qui est fascinant en Finlande et également en Suède d'ailleurs, c'est que ce sont des sociétés politiques qui arrivent à faire des choix rapides et consensuellement. Ils réfléchissent, là ils sont en train d'achever un processus de réflexion collective pour arriver à un accord entre les formations et moi je crois effectivement que c'est l'une des preuves de l'absurdité totale de la démarche de Poutine. C'est-à-dire qu'il voulait affaiblir l'OTAN, il aboutit à le renforcer et c'est normal parce que ces gens estiment que l'OTAN, on est dans le temps ou on n'est pas dans le temps, et c'est ça qui est une garantie, non seulement de sécurité, mais de paix. Si on a la guerre, c'est parce qu'on ne savait pas où était l'Ukraine. Et la fermeté des Américains et des Anglais sur le front, enfin sur la guerre en Ukraine? Écoutez, moi je crois qu'il faut être très ferme. Ils en font trop, les Américains et les Anglais? Je vais vous répondre. L'agression russe n'a pas du tout molli. Pas du tout mollie. Elle a changé de nature. On est passé d'une guerre de mouvement à une guerre de confrontation de type Avec de nouvelles tensions en Transnistrie, notamment. Absolument. L'idée est toujours la même. Ça implique qu'on fasse un effort très important d'aide à l'Ukraine. L'Ukraine, c'est quand même un pays petit par rapport à la Russie. C'est un pays héroïque, mais c'est un pays fragile. Il a été bien meilleur dans sa résistance qu'on imaginait, et les Russes ont été bien moins bons
que ce qu'on pensait, mais c'est quand même très très précaire. Donc il faut absolument les aider, et les Américains ont raison de le faire, même le retard apporté par le Sénat, c'est pas très très satisfaisant. En revanche, je crois qu'il ne faut pas se tromper d'objectif. Et là où je suis plus nuancé par rapport à ce que disent les Anglais et ce que disent les Américains, c'est qu'on n'est pas là pour défier la Russie en tant que telle. C'est pas la résurrection de la lutte de la guerre froide. Nous nous battons pour une seule chose, la sauvegarde de l'indépendance, de la souveraineté de l'Ukraine. Et tôt ou tard, pour y parvenir, on devra causer, comme disait Bonaparte à propos de la Vendée, il va falloir causer. Et à un moment, on devra causer avec Poutine. Le moment n'est pas venu, parce que Poutine vit dans un monde parallèle et n'est pas prêt d'en sortir, mais il faut quand même préparer cette échéance, et je pense que le président de la République a tout à fait raison de maintenir le fil ténu de la sociabilité avec la Russie. Les Anglais, hier, qui menacent de durcir, qui disent qu'ils seront peut-être contraints d'agir si l'Union européenne se montre toujours inflexible sur le protocole nord-irlandais. Écoutez, les Britanniques ont signé Pacta sunt servanda. Moi, je me rappelle que quand les Britanniques sont rentrés en guerre en 1914, c'est au nom du droit international, puisque le chancelier allemand leur a dit « vous vous battez pour un chiffon de papier ». Chiffon de papier, c'était l'accord de neutralité sur la Belgique. Ils ont signé, ça a été une négociation très longue, très bien conduite par Michel Barnier, acceptée par tout le monde. Maintenant, c'est pas facile d'appliquer ce protocole, mais c'est assez simple dans son esprit. Il faut le respecter, c'est tout. C'est pas le droit international, c'est pas un droit, c'est pas un accord que vous signez et que vous détricotez après, pétale après pétale, si je puis dire. Donc voilà. Et ils sont d'une assez remarquable mauvaise foi, mais à vrai dire, il ne faut jamais oublier qu'ils se sont mis, à travers le Brexit, dans une véritable impasse historique dont ils mesurent les inconvénients jour après jour. Au moment où l'Europe se rassemble, se constitue, s'organise, l'idée que les Britanniques, qui y jouaient un rôle déterminant quand ils y étaient, se soient volontairement mis sur le bord de la route, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre. Et donc ils ont, ce qu'en psychanalyse on appellerait des actings un peu agressifs à notre égard. Ben non, il faut être ferme et il faut tenir, il faut pacta sunt servanda. Dernière question, Jean-Louis Bourlanges. Emmanuel Macron a parlé d'Europe en début de semaine, a proposé la création d'une communauté politique européenne qui pourrait être ouverte à des pays comme l'Ukraine. Voilà, cette construction européenne, on sent bien, voilà, l'Europe à 27 est déjà très nombreuse. Quel chemin doit prendre l'Europe vis-à-vis de pays comme l'Ukraine? Écoutez, il y a deux choses. L'élargissement, contrairement à ce qu'on pense en France, est toujours possible, à une condition. C'est qu'on change les méthodes de gouvernement. On ne peut pas gouverner l'Europe. Ça prendra des décennies. Mais ça prend des décennies si on veut que ça prenne des décennies. Oui, c'est ce que dit, c'est le mot qu'a employé le président de la République. Oui. À partir du moment où vous avez 13 États qui ne veulent pas changer le traité, on peut quand même changer des choses sans changer le traité. Enfin, l'article 48 du traité de l'Union européenne autorise plusieurs possibilités, notamment ce qu'on appelle la clause passerelle, qui est de décider à l'unanimité qu'on passe à la majorité qualifiée. C'est beaucoup plus léger comme procédure qu'une véritable révision du traité. Mais enfin, c'est très dur, et nous avons eu une réaction de 13 États qui disent « nous, on veut rester au statu quo ». Donc à ce moment-là, le président français dit « bah, on va pas laisser les Ukrainiens à la porte. Or, autant c'est difficile de les intégrer, compte tenu de ce qu'est la société ukrainienne, de les intégrer dans les institutions, autant les intégrer politiquement, c'est très faisable. C'est très faisable d'avoir Zelensky au Conseil européen, si je puis dire, dans une formation élargie du Conseil européen. Donc l'idée, c'est que si on ne peut pas avancer institutionnellement comme il le faudrait à la vitesse requise, il faut quand même offrir aux Ukrainiens, aux Moldaves, aux Géorgiens, les moyens de participer au destin politique de l'Union européenne. Ça avait été en son temps l'idée de François Mitterrand. C'est une idée qui a été développée en Italie par mon ami Enrico Letta, qui est quand même le patron du principal parti de la majorité de Draghi. C'est une idée qui donc est à son tour formulée par Emmanuel Macron. Je crois qu'il faut réfléchir à ça et essayer de bâtir un outil pragmatique qui nous permette d'offrir
aux Ukrainiens la participation politique à un système que sans doute ils ne peuvent pas avant longtemps intégrer techniquement. Merci Jean-Louis Bourlanges. Merci.